Bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va faire un nouvel EPU sur les testicules non descendus par l'équipe de chirurgie pédiatrique viscérale et urologique de Montpellier, de l'hôpital de Montpellier. Le but de cet EPU, c'est de partir avec des idées claires et pratiques pour nos consultations journalières en pratique courante. Alors, pour savoir exactement de quoi on parle, aujourd'hui, on va parler de testicules non descendus, c'est normalement le terme officiel. Et nous, avant, on parlait de cryptorchidie. Et étymologiquement, la cryptorchidie, comme vous le savez, ça veut dire testicule caché. On va commencer par définir exactement la problématique d'aujourd'hui. Un testicule non descendu, c'est un testicule qui s'est arrêté sur le trajet normal de migration depuis la position rénale, parce que le testicule naît près de la zone rénale, jusque dans sa position scrotale basse. Donc ça veut dire que le testicule s'est arrêté quelque part depuis la zone rénale jusque dans la position intrascrotale. C'est ça la vraie définition du testicule non descendu. Et il faut ne pas la confondre avec trois autres diagnostics différentiels. Le premier, c'est le testicule ectopique. Le testicule ectopique, c'est un testicule qui est en dehors du trajet normal de migration. C'est-à-dire qu'il va prendre un autre trajet. Et le plus souvent, ce sont des testicules qui sont en inguinal superficiel. Ça veut dire qu'ils sont descendus par l'orifice du canal inguinal, mais qui sont remontés au-dessus. À la place de continuer vers le bas, vers le scrotum, ils sont au-dessus. On peut avoir des ectopies qui sont fémorales, des ectopies qui sont crurales, parfois dans la bourse opposée, ou parfois même dans des hernies quand il y a des défects pariétaux sur la paroi abdominale antérieure. C'est rare, c'est des hernies de Spiegel. Le testicule peut aller là-dedans. Ça, c'est le testicule ectopique. C'est pas exactement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le testicule non descendu. Deuxième diagnostic différentiel, dont on parlera tout à l'heure, c'est le testicule ascenseur. Le testicule ascenseur, lui, c'est un testicule dont la position est inconstamment dans le scrotum. Par contre, on peut l'abaisser dans la bourse, sans traction, sans douleur, et il va rester stable dans cette position. Et puis, l'autre diagnostic possible, un autre diagnostic différentiel, c'est la cryptorchidie secondaire. Alors lui, par contre, c'est un testicule qui était en place à la naissance, et puis qui secondairement va remonter, et qui n'est pas abaissable dans la bourse, ou en tout cas qui n'est pas stable. Donc, on résume. Aujourd'hui, on va parler surtout de testicules non descendus ou de cryptorchidie congénitale. Les autres diagnostics, on en parlera de certains, c'est le testicule ectopique en dehors du trajet, le testicule ascenseur qu'on peut baisser qui est sans traction, et la cryptorchidie secondaire qui est une remontée secondaire au moment de la croissance de l'enfant. La première question qu'on va avoir en consultation, c'est est-ce que c'est fréquent? Alors en fait, la fréquence dans les études épidémiologiques, elle dépend énormément du type d'études qui ont été faites. Est-ce que ce sont des études sur interrogatoire, des études sur examen clinique, l'étude du nombre de cas opératoires? Donc c'est très variable. En plus, ça dépend de la population. Si on se met dans la population générale, on est en moyenne à moins de 2%. Si c'est des études qui sont faites sur des prématurés, ça peut être beaucoup plus fréquent. Troisième raison pour laquelle les chiffres sont variables, c'est que ça évolue avec le temps et ça évolue avec la géographie. Ça, ce sont des données de Santé publique France, et on voit qu'il y a une augmentation lente mais progressive du nombre de cryptorchidies qui sont opérées, c'est peut-être aussi des incidences opératoires, qui augmentent sur les 20 dernières années. Et puis, toutes les régions n'ont pas le même nombre d'enfants cryptorchides, le même taux d'enfants cryptorchides qui sont pris en charge. Donc, est-ce que c'est fréquent? La réponse est oui. À la naissance, c'est la première anomalie génitale du petit garçon. C'est extrêmement fréquent. Ça représente 3% des cas. En fait, ce 3% ne représente pas l'incidence définitive des cryptorchides. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une migration spontanée qui est possible après la naissance. Et cette migration spontanée, elle est due à la mini-puberté. Il va y avoir un petit pic de gonadotrophine après la naissance, un petit pic de testostérone, et ce pic d'hormones va parfois terminer la migration du testicule dans la bourse. Si bien qu'à 3 mois, et c'est ça qu'il faut retenir, au final, on aura 1 à 2% des enfants qui sont cryptorchides. Et c'est ça le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, il y a entre 1 et 2% des enfants qui sont cryptorchides à l'âge de 3 mois. Le plus souvent, 4/5 des cas, c'est unilatéral. Le plus souvent, 4/5 des cas, ils sont palpables. Et le plus souvent, quand ils ne sont pas palpables, 4/5 des cas, ils sont intra-abdominaux. 1 à 2% des enfants sont cryptorchides, ça représente donc un nombre d'enfants important, et c'est pour ça que vous en envoyez tant en consultation, et que c'est une intervention chirurgicale qui est fréquente en chirurgie pédiatrique. Et rappelez-vous, 80% des cas unilatéraux,
80% des cas palpables. Donc, en pratique, quand on va se retrouver devant un enfant, un nouveau-né qui a une cryptorchidie unilatérale, là, le message principal à la première consultation, c'est « Oui, c'est fréquent, ne vous inquiétez pas, et nous allons nous revoir à la consultation de 3 mois ». C'est uniquement à partir de 3 mois qu'on pourra poser le diagnostic formel de cryptorchidie parce qu'il y a une chance de migration spontanée. Et à ce moment-là, oui madame, oui monsieur, on va pouvoir vérifier le côté et la hauteur et on va voir que ce sont des choses qui sont importantes. Un tout petit mot de physiopathologie parce que ça permettra de bien comprendre la suite et la prise en charge médicale et chirurgicale. C'est quand même extraordinaire que le testicule arrive à migrer depuis la position abdominale jusque dans la position scrotale avec un taux de réussite de 99%. Vous imaginez, il faut traverser tout l'abdomen. C'est un abdomen qui est en croissance et en plus, il faut réussir à passer le canal inguinal pour arriver dans la bourse. Donc, comment faire pour arriver à le faire migrer avec 99% de réussite? Tiger Woods, lui, il a trouvé la solution. C'est en fait, il va jouer le coup en 2 fois. Le premier coup, ça va être la migration intra-abdominale. Il va se rapprocher de l'anneau inguinal. Et puis après, il va y avoir une migration intrascrotale qui va avoir lieu entre 15 et 25 semaines d'aménorrhée. Donc, il y a 2 phases de migration et on va voir que c'est important même pour l'examen clinique. Mais si on veut vraiment arriver à 99%, parce que même Tiger Woods, il n'est pas à 99% en jouant en 2 coups, le mieux, c'est d'accrocher le testicule en haut et en bas, depuis son point de départ jusqu'à son point d'arrivée. Comme ça, il a un seul degré de liberté, un seul mouvement possible. Et là, on est sûr qu'il va arriver au bon endroit. Et en fait, ce qui est important, nous, ce qu'on va retenir, simplement, c'est qu'il y a plusieurs types de contrôle, plusieurs cellules, plusieurs gènes qui vont intervenir dans le contrôle de la migration testiculaire. Mais si on doit retenir un truc, c'est que ce sont les cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone. Et c'est sous l'effet de la testostérone que le testicule va pouvoir migrer dans sa phase abdominale, puis dans sa phase scrotale. Une fois qu'on a dit un petit peu ces petits mots de physiopathe, on peut avoir plusieurs questions qui vont être posées en consultation. Pourquoi c'est pas descendu? Ça, c'est une question qu'on a fréquemment. Et on va répondre en 3 choses avec toujours une arrière-pensée de pratique clinique. C'est d'abord quels sont les facteurs de risque. Alors pourquoi c'est important de les détailler ici? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va rechercher à l'interrogatoire. Et les facteurs de risque principaux, c'est le petit poids de naissance inférieur à 2500 grammes, le retard de croissance intra-utérin et la prématurité. Et en fait, les 3 facteurs, ils sont intimement liés et ils sont souvent associés. Donc le petit poids de naissance inférieur à 2500, ça multiplie par 3 le risque. Le retard de croissance intra-utérin, c'est un facteur de risque principal. Et pour la prématurité, le taux d'enfant cryptorchide est inversement proportionnel au terme. Et puis, il y a une 4e chose, c'est de savoir s'il y a une anomalie génitale associée, notamment des hypospades. On sait que ça augmente de façon importante le taux de testicules non descendus. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont moins importants, qu'on peut chercher, mais ça ne va pas tellement modifier la prise en charge. C'est l'âge maternel, le tabagisme, les antécédents familiaux, peut-être des variations saisonnières, mais les études sont hétérogènes, et peut-être le diabète. Ce qui est important surtout, c'est ces retards de croissance et ces prématurités. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces enfants, ces facteurs de risque, ça représente quoi? Souvent une insuffisance placentaire, un travail placentaire qui est insuffisant. Or, c'est le placenta qui sécrète l'HCG, et c'est l'HCG qui stimule le testicule pour former la testostérone. Donc, ça paraît logique que s'il y a une anomalie placentaire, ça entraîne à la fois un petit poids de naissance et un retard de croissance, et en même temps un défaut de sécrétion hormonale, et donc une cryptorchidie. La deuxième question qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il y a un problème hormonal ou génétique derrière? Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre plus tard, dans l'exposé, les indications des examens complémentaires. Pour faire simple, on a à peu près 1 à 2% des cryptorchidies isolées qui auront une anomalie hormonale et génétique si on les explorait systématiquement. Par contre, c'est beaucoup plus fréquent d'en trouver chez les enfants qui ont une cryptorchidie bilatérale ou ceux qui ont une cryptorchidie associée à un hypospade. Ce qui justifie donc que pour la cryptorchidie isolée, on va probablement pas avoir besoin de bilan, on va le voir tout à l'heure. Alors que ceux qui ont une cryptorchidie bilatérale ou chez qui c'est associé à une autre anomalie génitale, ça peut nécessiter un bilan précoce et donc un adressage plus précoce. Et la 3e question qu'on peut se poser, c'est le rôle de l'environnement. Je vais faire juste une petite parenthèse, même si ça ne va pas avoir d'incidence clinique dans la prise en charge du patient. C'est des observations qui sont intéressantes. Vous savez que le distilbène a été un produit, on pensait, c'est un œstrogène de synthèse qui a été utilisé pendant de très nombreuses années dans le monde. La France a été un des derniers pays à le retirer.
on pensait que cet œstrogène de synthèse diminuait le risque de fausse couche. Et en fait, cet œstrogène de synthèse, c'était une exposition quasi expérimentale de fœtus humains à des œstrogènes. Et on a constaté que dans la descendance, eh bien, il y avait plus de cryptorchidie que dans la population contrôle. On sait aussi que la cryptorchidie dépend de l'exposition maternelle aux xénoœstrogènes, c'est-à-dire de l'exposition notamment professionnelle à des perturbateurs endocriniens. Sur les courbes, troisièmement, c'est que sur les courbes que je vous ai montrées de Santé publique France, l'augmentation, elle est assez rapide et elle est a priori trop rapide pour être expliquée par des facteurs génétiques purs parce que les variations dues à des facteurs génétiques purs sont des évolutions extrêmement lentes sur plusieurs générations. Il y a également eu des explorations, des études qui ont été faites chez des enfants cryptorchides en dosant directement des produits toxiques dans leur sang ou dans leurs cheveux et ont trouvé que le taux d'organochlorés en particulier était plus élevé. Et puis le dernier point, c'est assez étonnant comme observation, c'était la comparaison de la prévalence des enfants cryptorchides à Berlin-Est et à Berlin-Ouest. Avant, dans Berlin-Est et à Berlin-Ouest, il y avait un pesticide qui s'appelait le DDT, qui était autorisé de part et d'autre du mur, et la prévalence des cryptorchides était similaire. Et puis, Berlin-Ouest, a arrêté l'utilisation du DDT, et on a constaté que le nombre d'enfants cryptorchides a diminué, alors qu'il restait élevé du côté de Berlin-Est. Et quand Berlin-Est l'a interdit, le taux a diminué aussi de l'autre côté du mur. Donc probablement qu'il y a un facteur environnemental. Ce facteur environnemental, ça ne touche pas uniquement la migration testiculaire, c'est ce qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire, c'est une maladie plutôt générale de l'appareil reproducteur humain qui fait que, peut-être à cause de la pollution, le testicule fonctionne mal, et si le testicule fonctionne mal, à la fois il migre pas bien, c'est la cryptorchidie, à la fois il sécrète pas assez de testostérone, ça peut faire des hypospades, à la fois ça altère la fonction de cellule germinale, ça fait des troubles de la fertilité, et le testicule lui-même se développe mal, ça fait des cancers du testicule, et c'est pour ça qu'actuellement dans le monde, les pays qui ont le plus de cryptorchidie sont ceux qui ont le plus de cancers du testicule et le plus d'hypospades. Voilà, c'était juste une petite parenthèse intéressante sur la cause des cryptorchidies, mais ce dont on se souviendra de cette première partie, c'est que c'est fréquent. C'est 3% à la naissance, mais c'est trop tôt pour en poser le diagnostic définitif, ce sera à 3 mois. Qu'on en est à peu près à 1 à 2% de la population. Le plus souvent, 4/5e, c'est unilatéral. Le plus souvent, 4/5e, c'est palpable. On a des facteurs de risque bien identifiés, le retard de croissance, la prématurité, le petit poids de naissance, et que les anomalies génétiques et hormonales sont rares, surtout dans les cas isolés unilatéraux. Maintenant qu'on a cet enfant avec nous qui a une suspicion, une cryptorchidie, on va faire la consultation. Alors, à quel moment on va faire la consultation? Bien entendu, vous allez le voir à la naissance, et vous allez le revoir à 3 mois et à 6 mois, parce qu'il faut laisser le temps de la chance de la migration spontanée. Et puis, vous êtes amené à avoir énormément d'enfants, et donc chaque fois que vous les examinez, il y a un examen de testicules qui est compris à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y ait pas de remontée secondaire. À l'interrogatoire, maintenant on le sait, on va rechercher tous les facteurs de risque, c'est-à-dire l'exposition fœtale, les antécédents familiaux de cryptorchidie ou d'hypospade, et puis les facteurs de risque avec la prématurité, le retard de croissance et le petit poids de naissance. Il ne faut pas passer trop vite sur le reste de l'interrogatoire, il faut bien rechercher les autres pathologies, parce que le plus souvent, bien sûr, ce sont des testicules non descendus isolés, mais il y a plus de 250 syndromes qui sont décrits avec des cryptorchidies. Et s'il y a tout un cortège malformatif, il ne faut pas l'ignorer. On recherche aussi quelle était la position des testicules à la naissance, ça on l'a dans le carnet de santé, et on demande si cet enfant a eu une autre pathologie inguinale, notamment des hernies. Après donc l'avoir interrogé, et l'essentiel c'est de rechercher les facteurs de risque, on va l'examiner. Et l'examen, en réalité, il n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il doit se faire en décubitus dorsal, vraiment détendu, et il ne faut pas oublier de faire une inspection avant la palpation. Parce que si on se précipite et on met la main directement sur le scrotum, on va manquer bien 20% des testicules qui sont en position normale. Pourquoi? Parce qu'ils vont fuir sous la main et on va induire un réflexe crémastérien qui est souvent très important chez le petit. Donc la première étape, c'est d'abord de le regarder et surtout tout de suite de mettre une main au niveau des orifices inguinaux pour bloquer leur remontée. Et c'est uniquement à ce moment-là, uniquement une fois qu'on a fait ça, qu'on va pouvoir aller examiner la partie du scrotum. On va à ce moment-là toucher le testicule, on va voir s'il est en position basse ou pas, s'il est abaissable, et on va voir quel est son volume
et quelle est sa consistance. Donc, très important, inspection, palpation avec des mains chaudes, sinon trop de réflexes crémastériens, on surévalue la position du testicule et on fait des faux diagnostics positifs. Et la première main se pose toujours sur l'orifice inguinal et pas sur le scrotum. Et on va noter de façon très systématisée, comme ça, ce sera un examen clinique qui va être reproductible et qu'on va pouvoir comparer avec le temps, la position, les volumes. Alors parfois on a des orchidomètres, sinon on fait la mesure approximative, la consistance, la possibilité ou pas de l'abaisser, est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il remonte. On vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie paratesticulaire au niveau du canal inguinal et on vérifie toujours le côté opposé et la verge parce qu'on doit vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de la verge. Vous l'avez noté tout à l'heure. Pourquoi c'est si important de bien localiser à l'examen clinique le testicule? Parce qu'en fait, il y a 3 situations différentes. Il y a ceux où ils vont être plutôt en bas et palpables, ceux qui vont être dans le canal inguinal et ceux qui vont être en abdominal non palpable. C'est très important parce qu'en fonction de ces 3 niveaux, le taux d'échec de la chirurgie n'est pas le même et le risque de trouble de la fertilité n'est pas le même. Donc c'est important, l'examen clinique initial est important pour bien classer ces patients. Une fois qu'on a fini l'examen clinique, la question suivante c'est quel bilan je vais prescrire. Il y a 2 types de bilans possibles, c'est la radio et le bilan biologique. La radio, les choses sont claires pour la radio. Dans les testicules qui sont inguinaux ou scrotaux, ça veut dire plutôt bas, l'échographie n'est pas un bon examen parce que le gel froid induit un gros réflexe crémastérien et la position évaluée par l'échographie est toujours plus haute que la position réelle. Pour les testicules abdominaux maintenant, l'échographie n'est pas un bon examen. L'échographie va le détecter dans moins de 50% des cas. Et quand elle le détecte, eh bien dans un quart des cas, ce n'est pas le testicule qu'elle va voir. Parce que ça peut être des adénopathies inguinales ou autre chose. L'échographie n'est donc pas non plus un bon examen pour les testicules intra-abdominaux. L'échographie, donc c'est pas bon pour ça, c'est d'ailleurs déremboursé dans la plupart des pays européens dans cette indication actuellement. Alors l'IRM, elle a été aussi utilisée, mais l'IRM, elle n'est pas formidable, d'abord parce qu'elle n'a toujours pas une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité, et bien en plus, surtout, c'est des enfants parfois qui ont plus de 3 mois, plus de 6 mois, qui bougent, ça nécessiterait pour avoir une très bonne IRM, une anesthésie générale, et franchement, c'est beaucoup trop morbide pour l'intérêt que ça a. Donc, en pratique, il n'y a actuellement aucune indication à réaliser une imagerie, et en particulier une échographie, devant un testicule non descendu, isolé, avant une consultation spécialisée. La question suivante, c'est, mais est-ce qu'on devrait lui prescrire un bilan hormonal? En fait, grâce aux explications de physiopathes, on a déjà la réponse. C'est que le bilan hormonal est normal dans l'immense majorité des cas et n'apporte rien à la prise en charge. En plus, le bilan hormonal il est difficile à interpréter dans l'enfance. Vous savez qu'il n'y a pas de LH et de FSH. Il n'y a pas d'activation de l'axe gonadotropes. Sinon, ces enfants feraient une puberté. Donc, en plus, c'est difficile à interpréter. Et la troisième raison, c'est qu'un bilan biologique, même strictement normal, ne garantit pas une fertilité normale. Donc, de la même façon qu'il n'y a pas d'écho à réaliser avant qu'une consultation spécialisée, il n'y a pas d'indication à réaliser un bilan biologique. Et en consultation spécialisée, on se pose les mêmes questions. Et bien, même en consultation spécialisée, rien ne remplace l'examen sous anesthésie générale. Et si on ne palpe pas le testicule, alors il vaut mieux aller le vérifier dans le ventre par une laparoscopie. La seule question que l'on peut se poser en consultation, ce sont chez les enfants qui sont en surpoids, qui ont un panicule adipeux vraiment important. Parfois, là, on peut se faire avoir et le rater à l'examen clinique, et l'échographie a sans doute un intérêt, mais uniquement dans cette indication bien spécifique. Et maintenant, question bilan hormonal en consultation spécialisée. Oui, il peut y avoir des situations, rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a expliqué dans la physiopathe, on trouve plus souvent des anomalies lorsque c'est bilatéral ou associé à un hypospade. Et bien voilà, c'est exactement les 2 indications. En cas de crypteur qui dit bilatéral ou d'hypospade associé ou de malformation associée, alors oui, il peut y avoir besoin d'un bilan, notamment à la naissance, surtout si c'est impalpable, et je vais vous expliquer tout à l'heure après pourquoi, avec un SRY, un dosage de la 17-hydroxyprogestérone pour vérifier que les hormones surrénaliennes sont normales, et vérifier par un dosage la testostérone à l'AMH, c'est-à-dire que les testicules marchent bien, mais vous avez compris, ça concerne qu'un petit nombre de patients. Voilà, on a vu notre patient en consultation, on a pu expliquer à la famille que c'était fréquent, on a bien fait l'examen clinique pour confirmer que c'était un testicule cryptorchide, pas besoin d'écho, pas besoin de bilan. Quand est-ce qu'on va l'adresser en consultation spécialisée, à quel moment? Pour savoir à quel moment on va l'adresser, on a besoin de savoir 3 choses.
Jusqu'à quand est possible la migration spontanée néonatale? Est-ce qu'il y a un trouble de la fertilité en fonction du moment d'adressage? Est-ce qu'il y a un risque de cancer ou pas? Et c'est quand on saura ces trois choses qu'on pourra bien comprendre quel est le circuit du patient. Premièrement, la migration spontanée néonatale. À la naissance, en gros 3% des enfants l'ont. Entre 3 mois et 6 mois, ils sont entre 1 et 2%. Entre 6 mois et 1 an, ils sont quasiment toujours entre 1 et 2%. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de les envoyer en consultation spécialisée avant 3 mois, puisqu'il y a une chance de migration spontanée. Et donc, le diagnostic va peut-être se résoudre de lui-même. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la peine non plus d'attendre plus de 6 mois, parce qu'il n'y aura pas d'évolution spontanée, c'est exceptionnel. En gros, les choses sont fixées à 3 mois. Et si on devait se fier uniquement à la migration spontanée, on dirait adressez-les à 3-6 mois. Voyons maintenant en ce qui concerne les troubles de la fertilité. Quelques observations. Les testicules non descendus, c'est la cause la plus fréquente d'infertilité chez l'adulte. Ça représente environ 10% des hommes infertiles qui ont un antécédent de cryptorchidie. Si on ne traitait pas la cryptorchidie bilatérale, on aurait chez ces patients, parce qu'il y a quelques groupes qui ont été explorés il y a quelques années, qui étaient passés à travers les mailles du filet, ils sont à 100% oligospermiques. Et les patients avec une cryptorchidie bilatérale sans cellules germinales à biopsie vont réellement, dans la plupart des cas, être infertiles derrière. Est-ce qu'il y a vraiment des variations de taux de paternité? Alors, le taux de paternité post-opératoire, c'est le pourcentage d'hommes qui tentent une conception et qui y parviennent. Ce n'est pas le taux de fertilité. Le taux de paternité, c'est parmi ceux qui essaient d'avoir un enfant, il y en a combien qui sont pères? 94% dans la population générale. Dans les testicules unilatéraux, il y a une petite diminution significative de taux de paternité. Lorsque les testicules sont palpables, on est à 90%. On n'est vraiment pas loin de la population générale. Par contre, on est à 83% pour les testicules intra-abdominaux. Mais surtout, c'est quand il y a une cryptorchidie bilatérale, surtout si elle est impalpable, que le risque relatif est vraiment plus élevé. Il est à 6 à 7 fois supérieur et le taux de paternité est de 62%. Qu'est-ce qu'il en est du délai pour concevoir? Dans la population témoin, le délai moyen d'attente pour concevoir, il est à peu près de 9 mois. Et en cas de cryptorchidie unilatérale, il est de 11 mois. Cette différence n'est pas significative. Le délai nécessaire pour concevoir en cas de cryptorchidie unilatérale opérée est le même que celle de la population témoin. Par contre, en cas de cryptorchidie bilatérale, le délai nécessaire pour concevoir est multiplié par 4. Donc, il y a une vraie influence sur la fertilité. Et toute la question, pour savoir quand est-ce qu'il faut le prendre en charge et quand est-ce qu'il faut le dresser, c'est quand est-ce que ça se joue, ce changement de fertilité. Pour le comprendre, il faut savoir que chez l'enfant normal, il y a deux choses. Chez l'enfant normal, il y a des gonocytes, donc des cellules germinales, qui vont se transformer en spermatogonie en 3 et 9 mois, grâce à la testostérone, la mini-puberté, et c'est cette transformation en spermatogonie qui permettra plus tard à l'individu d'être fertile. Donc, il y a une étape de maturation des cellules germinales entre 3 et 9 mois. Et en plus de ça, il y a parfois des cellules qui ne vont pas bien se transformer. Et quand elles ne vont pas bien se transformer, il y a une apoptose de ces cellules germinales, elles vont disparaître et ça va se stabiliser à 6 mois. L'apoptose physiologique se stabilise à 6 mois. Alors que chez l'enfant cryptorchide, on constate que le nombre de cellules germinales va continuer à décroître au-delà de 1 an s'il n'a pas été opéré. Et qu'au-delà de 1 an, le nombre de cellules germinales va passer inférieur au témoin. Alors que l'apoptose, elle est physiologique, elle devrait se stabiliser à 6 mois, mais chez les enfants cryptorchides à 1 an, elle se poursuit, et donc le nombre de cellules germinales va être inférieur à la population contrôle. Et le nombre d'enfants qui n'auront plus de cellules germinales, vous le voyez sur la courbe rouge, il commence à augmenter de façon vraiment importante aux alentours de l'âge de 1 an. Donc, la chirurgie à 1 an, a priori, parce qu'il y a eu des études comparatives qui ont été faites avec des biopsies, elle n'améliore pas la taille du testicule. Si le testicule est petit, il va rester petit. Par contre, elle limite la perte de cellules germinales au-delà de 1 an et elle améliore le potentiel de fertilité. Et ça a été confirmé par des méta-analyses. Donc la chirurgie à 1 an va permettre de sauvegarder des cellules germinales qui auraient tendance à disparaître si la chirurgie n'avait pas été faite. En pratique, quelle question on va avoir? C'est est-ce que mon garçon a besoin de se faire opérer? La réponse, oui. Il a besoin de se faire opérer et la raison principale, c'est pour optimiser sa fertilité. On a souvent, nous, la question,
Est-ce qu'il y a un risque du coup du trouble de la fertilité? C'est la question suivante logique que vont poser les parents. Alors, il faut être rassurant. Moi, personnellement, je vois ce que je réponds. Si c'est unilatéral, on est, vous rappelez-vous, entre 90 à la place de 94%. Donc, je dis, on ne peut jamais garantir à 100% que la fertilité de quelqu'un est normale. Si je prends un enfant dans la rue, même s'il n'est pas CryptoKid, je ne peux pas lui garantir que sa fertilité est de 100%. Et donc, le risque est très faible. Et donc, je suis rassurant. Par contre, si on est face à un enfant qui a une cryptorchidie bilatérale, surtout si ce n'est pas palpable, là, il faut dire oui, il y a un risque. Et c'est justement la raison de l'opération. C'est pour optimiser sa fertilité et qu'il ait toutes les chances possibles. Question suivante, mais du coup, si vous l'opérez, est-ce que l'opération garantira une fertilité normale? Non, on ne peut pas dire c'est du 100%. La fertilité dépend de plein d'autres facteurs. Et c'est sûrement pas une simple intervention chirurgicale qui va permettre de régler à 100% le problème. Et est-ce que mon garçon, il aura besoin plus tard d'un suivi pour sa puberté et de sa fertilité? En l'état actuel de connaissance, c'est oui pour les bilatérales, non pour les unilatérales. Mais en fait, c'est extrêmement discuté parce que vous avez vu que la fertilité n'est pas strictement normale dans les unilatéraux. Et donc, probablement que dans les années à venir, en fonction des études qui sont en cours, on aura une extension. Mais globalement, oui, il faut revoir les bilatéraux à la puberté pour vérifier qu'ils ont une puberté normale. Les unilatéraux, pas actuellement recommandés. Donc, si on devait se fier aux données de la fertilité, on dirait que la période où il faudrait les adresser, c'est avant 1 an, parce qu'il faudrait qu'à 1 an, il soit opéré. Qu'est-ce qu'il en est des cancers? Alors globalement, je vais vous parler des cancers, mais le message principal, c'est que c'est rare et qu'il faut être rassurant. C'est pas parce qu'on va parler de cancer que c'est le message principal de la consultation. Pas du tout. Justement, c'est ce que je vais vous démontrer. Si on faisait pas d'orchidopexie, là oui, le risque il est important, il est très largement supérieur à la population normale. Mais après orchidopexie, le risque il est de 2% tout au long de la vie de l'individu. Alors certes, quand on fait des méta-analyses, qu'on prend des grandes séries de patients, on a une telle puissance statistique qu'on arrive à détecter que c'est une différence significative et que le risque il est donc à 3 à 4 fois celui de la population générale. Mais ça reste rare. C'est 2% des individus tout au long de leur vie. Pourquoi ils auraient un risque tumoral? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, le testicule c'est pas très bien formé, c'est ce que je vous ai dit, c'est probablement une testicule digénétique, et la température elle est trop élevée dans le ventre. Et ça va altérer les 2 process que je vous ai expliqués. À la fois la transformation des gonocytes en spermatogonie et à la fois l'apoptose des cellules germinales. Autrement dit, elles maturent mal et quand elles maturent mal, elles disparaissent mal. Résultat, il reste des cellules immatures. Et s'il y a des cellules immatures, elles peuvent proliférer. Ça donne des carcinomes in situ, ça veut dire que c'est juste localisé et il pourrait y avoir, si on ne l'opérait pas, des risques de tumeur à la puberté. Parlons chiffres. Les témoins, c'est 0,5% de la population générale. Quand on est opéré, certes c'est significatif, mais ça reste faible, c'est 2%. Par contre, si ce n'est pas opéré, là le risque est beaucoup plus important, il est estimé à 16 à 30 fois selon les études statistiques. Donc le message principal, c'est qu'après orchidopexie, le risque est légèrement supérieur à la population générale, mais il reste très faible. Et le type de tumeur, ça c'est juste une remarque, c'est différent. Si on ne les opère pas et si on le laisse en intra-abdominal non opéré, c'est surtout des séminomes. Quand ils ont été abaissés, c'est beaucoup plus rare et c'est le plus souvent des tumeurs non séminomateuses. En réalité, il y a des facteurs de risque. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui risque de faire plus tard une tumeur. C'est celui plutôt qui a une atrophie testiculaire, une hypotrophie. Celui qui a une cryptorchidie bilatérale, avec des testicules intra-abdominaux, avec un hypospade associé ou des anomalies de cariotype. Voilà, ça c'est le profil d'enfant qu'il va falloir surveiller à la puberté et à qui peut-être il va falloir en parler. C'est pas le testicule cryptorchide unilatéral, basique, simplex qu'on voit en consulte. C'est plutôt le bilatéral, non palpable, non isolé, hypotrophique avec anomalie du cariotype. Donc il va falloir cibler les patients informés et ne pas inquiéter tout le monde. Et donc, quand est-ce que ça se joue? Parce que rappelez-vous, c'est notre question. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut les adresser et quand est-ce qu'il faut les dépister. Avant la puberté, c'est sûr, parce que ça, c'est sur des arguments cliniques. Avant 13 ans, le risque est plutôt faible. Après 13 ans, le risque est très élevé. Mais probablement que c'est 18 mois aussi, sur les arguments expérimentaux dont je vous ai parlé, qui est l'apoptose des cellules germinales restantes. Donc, le cancer testicule est approximativement 2%. Les parents peuvent être rassurés. Il reste un surrisque qui reste faible. En pratique, est-ce que je dois informer du risque de cancer au moment du dépistage?
À mon sens, non. Le risque est faible. Si vous parlez de tumeur, on va créer une anxiété parentale majeure. Ce ne sera abordé, à mon avis, à la consultation spécialisée, si vraiment il y a des facteurs de risque, ceux que je vous ai exposés. Maintenant, si on ne le met pas sur la table et si les parents ils posent la question, est-ce que mon garçon il a un risque de cancer du testicule? Soyez rassurés, le risque il est très faible, surtout après l'opération, et surtout si l'opération elle est précoce. Est-ce que mon garçon il a besoin d'être surveillé plus tard? Globalement, c'est non. Il n'y aura pas besoin de surveillance pour ce motif, je parle, à la puberté ou au cours de la vie adulte. Par contre, il y aura, surtout pour ceux qui sont à risque, un enseignement d'autopalpation à la dernière consultation à la puberté. Donc, si on regarde un peu la migration spontanée, qui peut se faire jusqu'à 3 mois, il ne faut pas les amener avant 3 mois. Si on regarde la fertilité, le nombre de cellules germinales qui diminue à partir de 1 an, et le risque de cancer, qui augmente surtout à la puberté, mais sur des arguments théoriques à 18 mois, eh ben, l'âge de la chirurgie a progressivement diminué avec le temps. En 1986, les recommandations étaient une chirurgie entre 4 et 6 ans. 10 ans après, les recommandations, c'était 1-2 ans. Et ça a mis énormément de temps à être implémenté parce que même au début des années 2000, beaucoup d'enfants se faisaient encore opérer entre 4 et 6 ans. Et les recommandations sur les études de 2007 et 2010 ont été adressage pour idéalement une chirurgie entre 6 mois et 1 an, max 18 mois. Et ces recommandations, elles ont permis de comprendre le circuit patient. En clair, à la naissance, il faut adresser les testicules descendus bilatéraux ou associés à un hypospade. Les testicules unilatéraux, ils vont être plutôt adressés entre l'âge de 3 et 6 mois. Je parle en âge corrigé parce qu'on se rappelle qu'il y en a beaucoup qui sont prématurés et on peut se donner le temps de l'âge corrigé. À ce moment-là, que ce soit à la naissance, bilatéraux ou hypospade, ou un peu plus tard, 3-6 mois, unilatéral, à ce moment-là, on envoie en consultation spécialisée, sans écho, sans bilan, et l'orchidopexie sera idéalement faite entre 6 et 12 mois, voire 6-18 mois. Alors, ça paraît tout simple de faire ce schéma-là, ça paraît bien joli théoriquement. En réalité, c'est pas si évident de respecter ce circuit parce que ça va assez vite, et il faut un délai sur les consultations, sur les programmations, sur les consultations d'anesthésie, et c'est pas aussi évident de respecter ce délai idéal. Mais on le fait toujours au mieux. Il y a des études européennes qui ont été faites en montrant que la majorité des pays avaient du mal et n'arrivaient pas encore correctement à implanter ces recommandations. Et pourtant, c'est des recommandations pour tout le monde. L'Académie américaine, la Société britannique, la Société canadienne, la Société européenne et la Société française. Et tout le monde est raccord sur tout ce que je viens de vous dire, sur les risques de fertilité, sur les risques de cancer, sur les échos, sur les bilans hormonaux et sur les âges d'adressage. C'est rare que des recommandations internationales soient aussi homogènes. Pardon, je me suis emporté, je ne m'arrête plus. Je vais répéter la question. Les CGH n'endorment pas avant 2 ans les enfants, d'où le report des interventions à 2 ans, qu'en pensez-vous? Alors, les centres... Oui, on va en parler justement, ça fait partie du traitement. Alors oui, la question c'était l'âge la possibilité de prise en charge chirurgicale dans des CHG parce qu'il y a parfois des nécessités d'âge minimum pour l'anesthésie chez les enfants, notamment de 2 ans, et ça pourrait même être 3 ans, je crois, avec la recommandation d'ADARPEF. Bref, en tout cas, c'est vrai que c'est 2 ans. Alors, à mon sens, c'est pas un argument suffisant, vu ce que je suis en train de vous dire, pour retarder l'intervention chirurgicale. Les recommandations, c'est une chirurgie entre l'âge de 6 mois et 1 an, éventuellement jusqu'à 18 mois. Il faut plus travailler du côté anesthésique, je pense, plutôt que de retarder la prise en charge chirurgicale de ces enfants, pour leur donner toutes les chances sur la fertilité. Tu avais une autre question? Pas d'autres questions pour le moment. Bon, maintenant, donc, on adresse ce patient et la question, c'est comment il va être traité. Mais ça, forcément, vous allez avoir des questions, même si c'est nous qui allons les opérer, c'est vous qui allez être en première ligne pour les questions. Le message principal, c'est que c'est la chirurgie, l'orchidopexie, qui est le gold standard. Pourquoi? Parce que vous voyez que le testicule, en fait, quand il traverse la paroi abdominale, il emporte avec lui le péritoine, comme un doigt de gant, que ce péritoine fait un petit canal, et qu'après ce petit canal, soit il reste perméable, soit il reste une corde, et c'est souvent lui qui est responsable d'une migration, quand elle persiste, cette corde, d'une migration insuffisante. Donc pourquoi la chirurgie? Parce que son but, c'est de traiter le résidu de canal péritonéo-vaginal. Mais les parents, ils vont forcément vous poser une autre question. Est-ce que la chirurgie, elle est obligatoire? Est-ce qu'on ne peut pas donner des médicaments? Parce que rappelez-vous, parfois, je vous ai dit que la testostérone n'était pas tout à fait normale dans certains cas.
Le traitement hormonal n'est actuellement pas recommandé pour 3 raisons. D'abord, il a une efficacité faible, 1 cas sur 5. Deuxièmement, ça expose au risque de récidive, parce que vous n'avez pas traité le canal péritonéo-vaginal. Et des enfants à qui, et ça je l'avais vu parce qu'il y en avait encore pas mal au début des années 2000, qui avaient des traitements hormonaux, avaient des réascensions testiculaires secondaires. Et en plus, il y a une suspicion, mais ce n'est pas confirmé. Peut-être que l'HCG, c'était l'hormone qu'on donnait, induisait une augmentation trop importante des cellules germinales et elle était suspectée d'altérer peut-être la fertilité plus tard. Donc vraiment, actuellement, il n'y a pas d'indication de traitement hormonal pour l'abaissement testiculaire. Par contre, ce qui est en cours d'étude, c'est l'intérêt du traitement hormonal pour optimiser la fertilité plus tard. Ce n'est pas du tout de l'HCG, c'est de la GnRH, c'est-à-dire c'est comme exactement les hormones hypothalamo-hypophysaires. C'est pour simuler la mini-puberté, pour que la transformation, vous vous rappelez, des gonocytes en spermatogonie, elle soit la meilleure possible pour améliorer plus tard la fertilité. Ça, c'est des études en cours. Les études qui sont en train de sortir sur ça sont vraiment très en faveur de l'intérêt sur la fertilité, mais elles ne sont pas totalement encore confirmées. Par qui et comment, et ça rejoint votre question. Il y a eu un consensus nordique, c'est les pays nordiques qui ont ouvert ça, mais ça faisait déjà un petit moment, je crois que c'est dans les années 2005, mais j'en suis pas tout à fait certain de la date, mais ça a été repris après par plusieurs sociétés. Qui et où pour avoir le meilleur résultat? Pour les enfants de moins de 1 an, on sait que le pronostic est meilleur lorsque c'est réalisé par un chirurgien pédiatre, et maintenant un anesthésiste pédiatre, parce qu'en plus il y a des régulations sur l'anesthésie pédiatrique. Chez l'enfant de moins de 1 an, le résultat chirurgical, il y a moins de complications dans les mains d'un chirurgien pédiatre qui a l'habitude de faire cette intervention. Et quel que soit l'âge, si c'est bilatéral, si c'est un testicule unique, ou s'il y a une récidive, et notamment les récidives parce que c'est difficile parfois à traiter. Ça se fait le plus souvent en ambulatoire. Alors après, ça peut dépendre des écoles, ça dépend également des cas des enfants, de leurs antécédents, de leur prématurité. C'est à l'équipe d'anesthésie de le décider. Les âges limites dépendent des centres, mais le plus souvent, ça se fait en ambulatoire. Et c'est recommandé de le faire en anesthésie générale et aussi avec une loco-régionale. Donc, le plus souvent, c'est maintenant de plus en plus en centre où il y a un chirurgien pédiatre et un anesthésiste qui a l'habitude des enfants. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails techniques, mais pour que vous sachiez, puisque vous allez être en première ligne, comment on fait. Dans les testicules palpables, le plus classique du classique, c'est la voie inguinoscrotale. C'est pour ça que les enfants que vous revoyez en consultation ont à la fois une cicatrice au niveau inguinal et au niveau scrotal. Au niveau inguinal, on ouvre l'aponévrose, on libère le testicule, donc il est rattaché avec son cordon, et en fait, dans le cordon, il y a l'artère qui va au testicule, on ne la touche pas, il y a le déférent qui va au testicule, on ne touche pas, et juste à côté, il y a le petit canal péritonéo-vaginal que je vous ai montré tout à l'heure. C'est lui qui est responsable, c'est lui qu'il faut traiter, qu'il faut libérer, qu'il faut couper. Donc il est libéré des vaisseaux et du déférent, on remonte dans le ventre pour bien le couper à la base, et à ce moment-là, on a un cordon qui est plus long. On fait une incision au niveau du scrotum, un trajet en direction de la bourse au doigt, et on passe une pince pour pouvoir l'abaisser en bas. On vérifie qu'on ne le tord pas quand on le descend. Il est recommandé actuellement de ne pas fixer les testicules avec du fil, parce que ça augmenterait les taux de complications, et on fait simplement une poche sous la peau, sous le dartos précisément, ça crée des adhérences, et ça le stabilise. La chirurgie est le plus souvent réalisée en une fois, même dans les cas bilatéraux, sauf des cas bilatéraux qui sont vraiment hauts et pour lesquels on a une tension importante à la descente. On ne veut pas mettre les œufs dans le même panier, c'est le cas de le dire. Et à ce moment-là, parfois, on fait de la chirurgie en 2 temps pour être sûr que le premier a bien supporté avant de faire le deuxième. Mais ça dépend de chaque cas et c'est à l'appréciation du chirurgien. Voilà, c'est la voie inguinoscrotale, c'est la chirurgie la plus fréquente. On descend le testicule et ça se fait en ambulatoire. Parfois même, lorsque le testicule n'est pas très haut, on peut le faire uniquement par voie scrotale. Et à ce moment-là, l'enfant n'a pas de cicatrice inguinale. C'est mieux parce que c'est plus rapide, ça fait moins mal, il y a moins de cicatrices, mais attention, il faut vraiment se limiter aux bonnes indications parce qu'on doit quand même remonter assez haut par la voie scrotale pour bien traiter le canal péritonéo-vaginal et ne pas le sous-traiter parce qu'il y a un risque de remonter. Comment on va faire quand vous nous adressez des testicules qui ne sont pas palpables? On va choisir, nous, les chirurgiens, entre 3 options thérapeutiques. La première, c'est un abaissement laparoscopique en un temps. Vous voyez, ici, c'est l'orifice inguinal, le trou. Vous voyez le testicule qui est posé sur les vaisseaux inguinaux. Ici, il y a les vaisseaux spermatiques, donc l'artère du testicule. Ici, il y a le déférent qui va derrière la vessie. Et le testicule est là. C'est un peu compliqué, hein, là, d'aller le traiter par voie uniquement inguinale. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Et donc, la laparoscopie, elle va libérer
le péritoine ici de part et d'autre des vaisseaux, de part et d'autre du déférent, pour essayer de décoincer le testicule, de le libérer au max. Et à ce moment-là, on repasse par voie inguinoscrotale, comme ça on l'a bien libéré très haut et on peut l'abaisser en un temps. C'est très beau dans la théorie, en pratique, c'est pas si facile. Et on est souvent plus court que ce qu'on croit pendant l'intervention. Donc l'abaissement laparoscopique en un temps, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Et c'est pour ça que de plus en plus, on utilise les abaissements en 2 temps. Alors imaginez, vous avez un testicule qui est suspendu par un vaisseau qui est trop court. Le but, c'est de le descendre. Si on tire comme un idiot, on va finir par tout casser, ça ne va pas marcher. Il y a 2 possibilités, 2 philosophies. La première philosophie, c'est de couper les vaisseaux spermatiques. C'est ce que vous voyez ici. Les vaisseaux sont coupés. Et on laisse le testicule dans le ventre. En fait, la vascularisation, elle n'est pas tout à fait terminale. Quand on coupe les vaisseaux spermatiques, il y a une néovascularisation qui va se faire par le gubernaculum testis, le petit ligament d'en bas, et par le déférent. Et autrement dit, il va y avoir une autre vascularisation qui va se développer par en bas, et celle-là, elle est un peu plus longue. Et donc, secondairement, 6 mois après, parce qu'il faut bien 6 mois pour avoir une nouvelle vascularisation, on va pouvoir descendre le testicule. Ça marche en gros dans 80% des cas. Ça s'appelle un Stephen's Fuller. La deuxième possibilité, c'est, je ne coupe pas les vaisseaux, mais on va les allonger, les étirer. C'est-à-dire qu'on va disséquer un peu les vaisseaux et puis on va les fixer de l'autre côté de l'abdomen pour le mettre en traction. Et au bout de 2 mois, probablement sous l'influence de la masse digestive qui appuie sur les vaisseaux sont très longs, hein, ça double quasiment la distance en 2 mois, et à ce moment-là, on peut abaisser en 2 temps le testicule. C'est à peu près le même taux de réussite et à peu près le même taux d'atrophie à quelques pourcentages près. Tout ça pour dire que quand il y a un testicule intra-abdominal, on va avoir besoin d'une laparoscopie et que le plus souvent, ce sera un traitement en 2 temps, quelle que soit la technique de section des vaisseaux ou d'élongation. Après, il peut y avoir quelques détails techniques. Est-ce qu'on doit faire, quand on palpe pas un testicule, une voie inguinale première ou une laparoscopie? Il y en a, comme la plupart de l'équipe ici à Montpellier, on fait plutôt des laparoscopies premières pour être sûr qu'on ne laisse rien dans le ventre. Il y en a d'autres qui disent, oh, il vaut mieux faire la voie inguinale parce que de toute façon, le plus souvent, on ne voit rien à la cellule. Après, quand on fait un trajet en laparoscopie, soit on passe dans le trajet normal, l'orifice inguinal que je vous ai montré tout à l'heure, ou alors on fait un trajet plus direct, oral de la vessie, on gagne bien un bon centimètre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a un testicule unique intra-abdominal? Ça arrive. Est-ce qu'on fait une chirurgie avec le 80% de réussite que je vous ai dit? Parce que dans 20% des cas, ou 15% des cas, on va créer, si jamais on a une complication ischémique, en anorchidie. Ça veut dire une anorchidie chez un enfant prépubère, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il faudra le stimuler pour la puberté. Et parfois, la sagesse, c'est simplement de sortir le testicule du ventre et le mettre sous la peau. Au moins, on est sûr qu'il va pouvoir faire sa puberté spontanément. Globalement, le pronostic il est excellent. Et ça, on peut le dire aux patients. C'est 95% de réussite s'il est palpable, 85% s'il n'est pas palpable. Et quelles sont les complications? Alors, c'est l'hématome, c'est un truc classique. Bon, on fait des hémostases soigneuses. Nous, on informe toujours du risque d'atrophie, parce que quand même, je vous ai dit qu'on libérait les vaisseaux. Et donc, il y a un petit risque de spasme vasculaire. Cette atrophie, elle doit être surveillée en consultation. C'est pour ça qu'on les revoit à 1 an, ces enfants. C'est là où on a une bonne vue du risque d'atrophie, parce qu'elle peut être tardive. Et nous, on voit parfois des facteurs de risque, la tension excessive, des lésions parfois vasculaires. Il faut faire très attention au déférent. On ne le prend jamais dans la pince pour ne pas qu'il y ait d'azoospermie excrétoire. Ça veut dire que le simple fait de le toucher entraîne une sténose. Mais ce qui est important pour nos patients, c'est l'atrophie post-ischémique et l'échec de l'abaissement. Et l'échec de l'abaissement, c'est logique, il est d'autant plus fréquent que le testicule il est haut. Ce n'est pas les chiffres exacts, à chaque fois c'est 4 ou 11, ce genre de choses, mais c'est simple à retenir. C'est 5% scrotal, 10% canalaire, 15% profond en abdominal. Et ce risque d'échec de l'abaissement est diminué parmi les chirurgiens pédiatres d'après les études qui avaient été faites dans les pays nordiques. En pratique, docteur, est-ce que l'opération est vraiment nécessaire pour mon garçon? Oui, c'est l'intervention qui donne les meilleurs résultats. Les traitements par les hormones, ce n'est pas recommandé pour abaisser les testicules de votre enfant. Mais si on l'opère, est-ce qu'il y a de bons résultats? Si c'est palpable, on s'engage. Oui, les résultats sont très bons. On explique les risques de complications, mais le message principal, c'est que c'est faible, le risque est faible et que l'opération se fait en 1 fois. Par contre, on est plus prudent pour les cryptorchidie bilatérales et pour les cryptorchidie impalpables, parce que là, oui, il peut y avoir besoin de plusieurs opérations. Et est-ce que vous allez revoir mon fils en consultation? Oui, on va se revoir en consultation à 1-2 mois, c'est juste pour vérifier le post-op immédiat.
Et on va se revoir à 1 an, c'est là où on pourra avoir une bonne vue de l'atrophicité testiculaire. Et puis, de plus en plus, il y a des recommandations d'une ultime consultation à la puberté. Alors, honnêtement, vous dites revenez à la puberté, mais il n'y a pas beaucoup de parents qui reviennent à la puberté pour une cryptorchidie. Mais normalement, c'est maintenant en train d'apparaître dans les recommandations pour voir la croissance testiculaire, parce qu'il y en a certains où on pensait que tout allait bien, mais ils restent petits, pour vérifier que la puberté se développe bien et pour enseigner, notamment chez les patients à risque, l'autopalpation. Je vous ai donc parlé de cryptorchidie congénitale. Je vais juste vous dire un mot, à moins qu'il y ait des questions, Aurélie, sur la cryptorchidie secondaire et le testicule ascenseur. Ouais. Alors l'hydrocèle, ça vous fait bien de poser la question, parce qu'on a dit tout à l'heure que le testicule non descendu, c'était en rapport avec le canal péritonéo-vaginal qui se résorbe pas bien, et qui fait une corde et qui tracte le testicule. Parfois, ce canal reste ouvert. Soit le canal, il reste grand ouvert, c'est de l'intestin qui passe, c'est la hernie inguinale que vous connaissez, soit il reste un peu ouvert, et c'est juste le liquide intra-abdominal qui va passer, c'est ça l'hydrocèle. L'hydrocèle, elle est physiologique, probablement jusqu'à l'âge de 5-6 ans, parce que le canal a encore toutes les chances de se fermer. Et on ne se posera la question d'une intervention, et donc d'un adressage, que dans 3 cas. C'est les hydrocèles énormes qui gênent l'enfant, franchement très rare. Deuxièmement, les hydrocèles persistantes à 5-6 ans. Et troisièmement, les hydrocèles qui sont associés à une hernie. Donc, l'hydrocèle n'est pas chirurgical avant 5-6 ans, sauf s'il y a une hernie qui s'y associe. Et très honnêtement, même moi à 5-6 ans, quand je vois une lame d'hydrocèle, on ne se précipite pas du tout vers la chirurgie, c'est pas dangereux pour le testicule. J'ai tendance à jouer la montre au maximum. Vous avez d'autres questions? Eh bien, la testicule ascenseur et la cryptorchidie secondaire. Alors, la cryptorchidie secondaire, c'est quoi? C'est une réascension d'un testicule qui était avant palpé. Donc, le testicule a été palpé. C'est écrit, vous êtes sûr de l'avoir palpé il y a 3 ans. Vous ne comprenez pas, on n'a rien noté dans l'observation. Et en plus, c'est marqué à la naissance dans le carnet de santé que le testicule était en place. Et pourtant, quand on revoit cet enfant, typiquement à 5-7 ans, le testicule est remonté. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est à cause du canal péritonéo-vaginal. Regardez l'image de gauche. Vous voyez que au moment de la croissance, c'est en fait la bourse qui s'éloigne de l'abdomen. Et le testicule, il est retenu par une corde qui, elle, ne grandit pas. Donc, si l'enfant s'allonge et que la corde ne grandit pas, ça donne l'impression que le testicule remonte. Et c'est ça la cryptorchidie secondaire. Et c'est pour ça que du point de vue de la pratique chirurgicale, il y a 2 pics de prise en charge. Il y a le pic à 1 an, c'est la cryptorchidie congénitale, celle dont on a parlé, et puis il y a un pic chirurgical entre 5-7 ans. Tout ce que je vous ai dit sur la cryptorchidie congénitale est valable pour la cryptorchidie secondaire. C'est-à-dire l'indication opératoire, les troubles de la fertilité, si on ne les opère pas, le risque tumoral, si on ne les opère pas. Globalement, c'est ça. Peut-être que le risque est un peu plus faible, mais globalement, c'est ça le message. Cryptorchidie secondaire, adressage au moment où ça arrive. Le testicule ascenseur, c'est pas ça. Un testicule ascenseur, c'est la position inconstante dans le scrotum. Déjà, on en a quelques signes à l'interrogatoire. La maman, elle vous dit qu'elle l'a vu dans la bourse au moment d'un bain chaud, au moment de l'otite qu'il a faite il y a 3 semaines quand il avait 39 de fièvre. Et quand on l'examine, alors là, c'est hyper important de bien mettre d'abord les mains sur l'orifice inguinal et de ne pas toucher la bourse en premier, sinon vous êtes cuit. C'est abaissable dans la bourse. On arrive, ça fait pas mal à l'enfant, et ça reste dans cette position transitoirement. Et il suffit de toucher la face interne de la cuisse, un crémastérien, et le testicule remonte. Donc le testicule ascenseur, c'est celui qu'on peut abaisser, qui reste stable, et qui est sans traction et sans douleur. Et le plus souvent, dans 80% des cas, ça va se stabiliser avec la croissance, probablement grâce à des facteurs hormonaux et finalement, après un moment de la puberté, par la croissance du testicule qui va être trop gros et qui ne va pas pouvoir passer le canal inguinal. Ça, c'est la plupart des cas, 85% des cas. Mais le message est qu'il faut quand même surveiller. Parce que dans environ 17% des cas, certains vont devenir des cryptorchidies secondaires. Et au fur et à mesure qu'on va les suivre, le testicule va remonter et vous aurez de plus en plus de mal à l'abaisser. Ça va être de plus en plus tendu et l'enfant va être sensible. Et surtout, quand vous le lâchez, ça remonte direct. Donc, le testicule ascenseur ne s'opère pas, parce que dans la plupart des cas, si on l'opérait, ce serait 85% de chirurgie inutile. Mais il faut le surveiller, parce qu'il y a 15% de risque de cryptorchidie secondaire. Et les questions les plus fréquentes qu'on a, c'est « Mon garçon, parce que ça fait déjà 2 fois, ou ça fait 2 fois que vous le voyez, est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'une intervention pour régler mon problème ?» Il faut leur expliquer, l'intervention est inutile dans la plupart des cas. Mais on va se revoir pour vérifier que ça ne remonte pas. La question systématique qu'on a derrière, mais est-ce qu'il n'y a pas un âge limite?
à partir duquel, même si ça continue à être ascenseur, on aura besoin d'opérer. Non, il n'y a pas d'âge limite, ça a été étudié, ça n'altère pas la croissance testiculaire et le potentiel de fertilité. Donc, il n'y a pas d'âge limite. On ne se dit pas à 10 ans, c'est toujours ascenseur, on opère. Je le dis parce qu'avant, c'était des recommandations anciennes. Et quand on va se revoir, alors là, il n'y a pas de reco, c'est au feeling. Si c'est vraiment très très stable, on peut le voir à 1 an, à 2 ans. Par contre, si vous avez un doute, si c'est un peu sensible, etc., il ne faut pas hésiter à le revoir 6 mois après pour confirmer qu'il est toujours ascenseur et qu'il n'est pas remonté vraiment en inguinal et que ce n'est pas une cryptorchidie secondaire. Mais ça, c'est une appréciation clinique très personnelle. Est-ce qu'il y a des questions sur les testicules ascenseurs? C'est un petit peu difficile des fois de faire le diagnostic précis de testicule ascenseur. Quelquefois, c'est tout à fait évident. Et quelquefois, on la baisse, mais il y a comme une petite rétraction. On ne sait pas trop finalement si c'est vraiment un ascenseur ou pas. Le monitor, il y a l'idée que parfois, c'est pas aussi évident de faire le diagnostic d'ascenseur parce que parfois, on le descend, c'est hyper stable, on se pose pas la question. Et parfois, c'est un peu tendu, parfois, c'est pas parfaitement stable. C'est exactement, en fait, c'est une proportion assez importante d'enfants qu'on voit comme ça en consulte. C'est pour ça que si je mets si un doute, c'est bien de le revoir dans 6 mois. Et parfois, au bout de 6 mois, on n'a plus le doute. C'est une vraie cryptorchidie secondaire. Et je pense que dans le cas de l'hésitation, c'est la reconsultation qui permettra de faire la différence. Et parfois, 6 mois après, on a une vraie cryptorchidie secondaire. Mais parfois, 6 mois après, on s'étonne même d'avoir eu une hésitation avant avec un testicule qui paraît beaucoup plus stable. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans le stress, on le revoit 6 mois après. Est-ce qu'on prend les parents quand ils nous disent que le testicule est parfois en bonne position? Oui, alors c'est une question difficile. Rien, le gold standard, ce qui permet d'être certain, c'est la palpation. L'interrogatoire, ça nous permet d'appréhender un peu vers quoi on s'oriente au moment de l'examen clinique. Mais moi, si à l'examen clinique, je palpe absolument aucun testicule, et si les parents me disent, moi, j'ai l'impression d'avoir vu une boule, franchement, je fais plus confiance à mon examen clinique qu'à l'interrogatoire, parce que l'inspection quand même d'une bourse, c'est quand même très difficile. Il suffit qu'il y ait une petite lamine hydrocèle qui soit passée sur un canal persistant ou quoi que ce soit, et ça va vite donner l'impression d'un testicule. Donc je pense que l'examen physique est plus fiable que le signe fonctionnel. Quelle est l'indication à réaliser une échographie testiculaire pour un testicule ascenseur? Et la réponse est, il n'y a pas d'indication à faire une échographie testiculaire, parce que justement, c'est dans ces cas-là où le réflexe crémastérien est très vif et que le gel froid va entraîner beaucoup de cryptorchidie. Donc, de remontée testiculaire. Donc, il n'y a pas d'indication à faire une échographie dans les testicules ascenseurs parce que vous êtes quasiment assuré de surévaluer la position et la hauteur du testicule. Alors non. Oui, donc, pardon. La question est quelle est l'indication d'un avis spécialisé en cas de testicule ascenseur? La réponse est testicule ascenseur simple qui est stable dans la bourse quand vous l'examinez, pas de consultation spécialisée. Consultation spécialisée si soit c'est franchement remonté à une cryptorchidie secondaire, ou si vous avez un doute, vous le trouvez tendu et pas très stable. Il doit le revoir tous les ans. À ce moment-là, la consultation spécialisée va vous dire si vous allez le revoir vous dans 6 mois, sinon on va le revoir dans 1 an et on va se dispatcher le suivi. On va aborder juste, pour terminer très brièvement, 4 cas particuliers qui sont ceux de la luxation testiculaire. Le but, c'est juste d'en faire le diagnostic. Les anomalies de nombre, c'est rare. Je voulais ajouter une photo que j'ai vue ce matin en consultation, mais j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave. Ceux qui présentent en même temps des anomalies génitales et les torsions de testicules non descendues. Alors, la luxation testiculaire, c'est juste pour info. C'est une symptomatologie très particulière. C'est typiquement l'enfant en période pré-ado qui vient parce qu'il a une drôle de sensation de ressaut. Il a une drôle de sensation de ressaut au moment des contraintes physiques. Typiquement, c'est l'enfant pré-ado de 12 ans qui, au moment de faire du vélo, il sent comme un blop-blop. C'est-à-dire le testicule passe un peu dans le canal inguinal, il y a une petite contrainte physique, et puis on arrive facilement à le redescendre en palpant, et on sent vraiment le passage comme à travers un anneau, c'est blop. Et l'enfant est un peu sensible, c'est jamais hyper douloureux. Ces luxations, ces subluxations testiculaires, qui n'ont rien à voir avec les luxations traumatiques, je ne parle pas de ça, ces subluxations testiculaires n'ont pas besoin de chirurgie. Elles disparaissent avec la puberté, puisque le premier signe de la puberté, c'est l'augmentation du volume testiculaire. Et à un moment, il va être trop gros pour passer dans le canal. Et l'immense majorité des cas, ces enfants ne reconsultent pas parce qu'ils ne sont pas gênés. Après, il peut y avoir les anomalies de nombre. Alors ça, c'est intéressant. Les anomalies de nombre, on peut avoir exceptionnellement des triorchidies. Bon, c'est une rareté. Soit ça peut être une monoorchidie. Ça veut dire que on palpe un seul testicule. On ne sait pas à l'avance
si c'est un testicule intra-abdominal ou si c'est un testicule unique. Quand c'est un testicule unique, ça peut être une anomalie vasculaire, c'est-à-dire le plus souvent, c'est une anomalie du développement des vaisseaux, très rarement des torsions. En réalité, c'est plus souvent des anomalies de développement des vaisseaux, soit avant la naissance, et à ce moment-là, l'enfant naît avec un testicule unique. Parfois, il y a un petit résidu palpable de l'autre côté, soit néonatal, inné, et puis on le voit très vite évoluer. C'est ce qu'on appelle un testicule évanescent secondaire. Il est bien noté normal à la naissance. Un des signes annonciateurs, c'est que parfois, la taille du testicule unique est supérieure à la normale. Ou alors, ça peut être carrément l'anorchidie. Alors, ça ressemble à une cryptorchidie bilatérale. Au début, on ne sait pas si c'est une cryptorchidie bilatérale non palpable, avec 2 testicules dans le ventre, ou une anorchidie. Au final, nous, on trouvera 1% d'anorchidie. Alors, c'est étonnant parce que la verge, elle est normale. Donc, sans doute qu'au moment du fœtus, ces testicules étaient parfaitement normaux, ont parfaitement fonctionné et ont permis le développement de la verge. Les bourres sont un peu hypoplasiques, mais derrière, on ne retrouvera bien rien du tout. Et vous voyez dans ces indications, même si l'écho est négatif, dans la monorchidie, on ne trouve pas le testicule, même si le profil biologique est plat, c'est-à-dire qu'on n'a aucun stigmate de sécrétion testiculaire, globalement, actuellement, la célioscopie, elle est recommandée pour aller vérifier que ce ne soit pas dans le ventre. Il y a certains cas où on palpe des petits résidus confirmés à l'écho, et si on est certain qu'on les a vus avant, on n'y va pas. Mais le message clé aujourd'hui, c'est il vaut mieux une laparoscopie pour vérifier que de laisser des testicules intra-abdominaux. Et quand il y a des résidus, eh ben, il est plutôt recommandé actuellement dans la littérature de les enlever. L'anorchidie peut être des testicules évanescents bilatéraux. C'était une question de Aurélie Casal. Ouais. En fait, on ne connaît pas exactement. Testicule évanescent, ça veut dire testicule qui disparaît. Donc, soit ils sont pas présents du tout à la naissance, soit ils étaient présents à la naissance de façon bilatérale, puis ils ont évolué. C'est ça qu'on appelle des évanescents. C'est des classifications nosologiques qui sont très théoriques. On ne sait pas. C'est probablement un continuum. Allez, on y va sur les questions avant de terminer la dernière partie. Des conseils d'autopalpation. C'est-à-dire la méthode, la fréquence? C'était ça? Est-ce que tu dis aux ados quand... Alors, moi, ce que je leur dis, c'est qu'à peu près une fois par an, ils se touchent les testicules et ils doivent vérifier à peu près que ce soit la même taille que l'autre côté et qu'il n'y ait pas une autre boule qui se colle au testicule. Je leur dis de le faire une fois par an. Je ne les revois pas une fois par an. Je voulais dire, je leur dis à peu près de le faire une fois par an. Le but, c'est qu'ils ne soient pas tous les 3 matins complètement névrosés à se toucher le testicule. En pratique, hein, quand vous dites ça à un ado, il va le faire une fois tous les 5 ans. Mais voilà, c'est ce que je leur dis. Je ne crois pas que ça peut... C'était quand même chez un ado. Non, parce que je leur dis uniquement lorsqu'ils ont des facteurs de risque, c'est-à-dire surtout les bilatéraux, abdos avec hypotrophie testiculaire, et finalement, il y en a très peu. Il y en a très peu, mais ceux-là, ils vont bien lutter, non? Mais ceux-là, ils sont quand même 2 à 4-3% de risque de faire des tumeurs. Mais tu as raison, c'est potentiellement que ce gène. Mais après, je pense qu'il vaut mieux cibler, et finalement, il y en a relativement peu. Après, moi, j'ai des patients que je vois, ils ont énormément d'anomalies cariotypiques, ils ont énormément d'anomalies génétiques, ils ont beaucoup de dysgénésie testiculaire ciblée, donc eux, ils sont particulièrement risques, parce que dans certains groupes que je suis, ils sont à 35% de risque tumoral à 30 ans. Mais c'est vraiment des groupes super particuliers. Il y en a même certains qu'on surveille en écho. Mais vraiment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il ne faut pas partir avec l'idée de cette EPU que le risque, c'est le cancer. C'est pour ça que j'ai été très prudent au démarrage. Et je vous ai dit, le premier mot que j'ai affiché, c'est d'être rassurant. C'est vraiment des populations très ciblées. Et je ne vous en ai parlé que pour qu'on comprenne bien l'âge d'adressage et de chirurgie. Il n'y a pas d'indication d'échographie de surveillance et il n'y a pas d'indication à faire des consultations systématiques de surveillance pour ce motif. Parce que là, pour le coup, ce serait très anxiogène avec une rentabilité diagnostique quasi nulle. La question est la conduite à tenir sur une asymétrie testiculaire isolée chez un enfant qui n'est pas cryptorchide. Alors moi, je pense qu'à ce moment-là, il y a besoin d'une échographie. Le but est surtout de vérifier que c'est une hypotrophie du petit testicule et pas une augmentation du volume du gros. On ne sait pas quoi faire du point de vue thérapeutique. Il n'y a pas d'indication chirurgicale sur une asymétrie du volume testiculaire parce que, comme je vous l'ai dit, la chirurgie n'améliorera pas le volume testiculaire et au contraire ne comporte que des risques pour cette dernière. Alors, de temps en temps, ça nous arrive de les suivre. Et je crois que le plus important chez ces enfants, c'est simplement une consultation à la puberté pour s'assurer que si même il y a une hypotrophie unilatérale, il va se développer, il va faire une puberté normale sur le testicule restant. Donc, même question chez les enfants cryptorchides. Donc, c'est-à-dire qu'il a été opéré d'une cryptorchidie, et soit il a été constaté en opératoire que le testicule qui était en haut était plus petit. Franchement, c'est fréquent, parce que souvent, celui qui est abaissé est déjà de façon congénitale moins bien développé et petit. Ou alors, il y a une hypotrophie secondaire, ça peut être un effet secondaire de la chirurgie. Là, c'est la même chose. Il n'y aura pas grand-chose à faire pendant la petite enfance, parce que c'est une période de silence hormonal où le testicule est totalement inactif et en off.
Et ce qui va être important, c'est la surveillance de son activation pubertaire. Donc, il y a une grande période où il n'y aura rien à faire, même en cas d'hypotrophie confirmée. D'autres questions? En fait, la question sur les indications d'échographie, c'était quelle indication à faire des échographies testiculaires, car beaucoup sont prescrites dès la maternité. Absolument, c'est pour ça que j'insiste lourdement et que j'ai fait le lourd en disant qu'il n'y a pas d'indication à réaliser une échographie testiculaire sur une cryptorchidie. On verra, nous, c'est éventuellement chez l'enfant qui est en surpoids sévère. Il n'y a pas d'indication à faire des échographies testiculaires. En plus, en sortant de la maternité, rappelez-vous, il peut y avoir la migration dans quasiment la moitié des cas entre 0 et 3 mois. Ce ne sera pas performant pour détecter le testicule, mauvaise sensibilité. Ce ne sera pas performant pour être sûr que c'est un testicule, mauvaise spécificité. Et en plus, ça ne va pas bien dans le ventre. Aucun intérêt. On peut continuer. Et on va terminer sur des cas très particuliers. C'est le cas des cryptorchidie bilatérales avec malformation génitale. C'est ce qu'on appelle maintenant les VDG, les variations du développement génital, qu'on appelait avant les intersexes. Il y a quelques cas qu'il faut savoir parce qu'il faut savoir repérer, mais ils sont rares. Le premier, c'est la cryptorchidie bilatérale ce qu'on croit être petit garçon. La cryptorchidie bilatérale du petit garçon. Cet enfant, vous voyez, a une verge certes un peu petite, mais parfois elle est strictement normale, des bourses un peu plates qui sont hypoplasiques et aucun testicule palpé. En fait, cet enfant était une petite fille génétique, XX, avec des ovaires intra-abdominaux, mais elle a une hyperplasie congénitale des surrénales. Et ce bloc surrénalien fait qu'il y a une accumulation de la synthèse des androgènes. Elle a des niveaux très élevés de testostérone. Et donc, à la naissance, son clitoris s'est très masculinisé, l'urètre s'est fermé, et ça ressemble à une verge normale, quasiment. Et donc, toute cryptorchidie bilatérale à la naissance est une hyperplasie congénitale impalpable, est une hyperplasie congénitale des surrénales jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi je vous en parle alors que c'est très rare? Il y a à peu près 20 cas qui naissent en France par an. Parce qu'il ne faut pas rater le diagnostic. Parce que ces enfants-là, à cause de leur bloc surrénalien, sont à risque d'insuffisance surrénalienne et de perte de sel. Il faut les repérer précocement pour mettre en place une hormonothérapie substitutive. Et vous savez maintenant que dans le test de dépistage au buvard, il y a la 17-hydroxyprogestérone, qui est le marqueur de cette maladie, mais s'il y a une cryptorchidie bilatérale à la naissance, il ne faut pas attendre le buvard. Ça, c'est une recommandation de la Société française de pédiatrie, si je ne me trompe pas, d'une des sociétés d'endocrino. C'est pas assez. Il faut quand même faire le dosage biologique et l'adresser en consultation spécialisée. Donc attention à ce qu'est la cryptorchidie bilatérale impalpable de ce qu'on croit être un petit garçon. La deuxième image que vous voyez, c'est la hernie inguinale bilatérale de la petite fille. Alors là, vous voyez qu'on voit bien les deux, ce qu'on pensait être ovaires, au niveau des plis inguinaux. Sous mon doigt, on ne le voit pas, mais c'est un phénotype qui est strictement féminin. Mais à l'intervention chirurgicale, on va découvrir 2 testicules. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des testicules qui fonctionnent normalement, qui sécrètent de la testostérone, mais la testostérone ne marche pas bien parce que leur récepteur est muté. Et si leur récepteur est totalement muté, et si ça n'est pas du tout actif, eh bien le phénotype est strictement féminin. Donc ça, c'est la hernie inguinale bilatérale gonadique de la petite fille, mais ça reste minoritaire même dans ce groupe. C'est souvent nous qui allons le découvrir, soit au moment de l'intervention, soit sur un bilan préopératoire. Et puis, il y a tous les VDG, tous les intersexes, qui sont révélés par un hypospade et un testicule non descendu. Donc attention, un testicule non descendu, si vous détectez en même temps un hypospade, surtout s'il est postérieur, sévère, scrotal, ça veut dire un orifice qui est bien entre le scrotum, là, il faut aussi l'adresser en consultation spécialisée parce qu'il peut révéler une anomalie hormonale ou génétique plus complexe. Plus rarement, on peut avoir la persistance des dérivés mullériens. La persistance des dérivés mullériens, c'est pas si rare en fait dans la population générale. Ce sont des garçons avec des dérivés mullériens en clair, un résidu d'utérus et de trompe. Si bien que les testicules sont attachés aux trompes. Alors ça peut donner différents phénotypes. Ça peut être une cryptorchidie bilatérale, il y a 2 cordes qui retiennent les testicules dans le ventre. Parfois, les deux trompes basculent dans la même bourse. Ça donne une ectopie croisée, les 2 testicules dans la même bourse. Et parfois, ça donne aussi un aspect de hernie parce que c'est l'utérus qui se prolapse dans la hernie. Quand on a ça, de toute façon, c'est un diagnostic qu'on va poser par la paroscopie et c'est des techniques chirurgicales qui sont un peu particulières. Donc, pensez que c'est une cryptorchidie bilatérale.
ou une ectopie croisée, cryptorchidie bilatérale, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, rien de nouveau, hein, c'est un adressage en consultation spécialisée parce que nous, on va pouvoir parfois tomber sur ce diagnostic, mais ça reste rare, on en a vu 4 ans, 7 ans. Là. Un cas un peu particulier, c'est la torsion de testicule cryptorchide. Alors, c'est-à-dire le testicule n'est pas descendu, et en plus, il va se tordre dans un inguinal. En un mot, le résumé du phénotype clinique, la clinique, c'est l'hernie inguinale étranglée à bourse vide. Ça ressemble typiquement à une hernie étranglée, sauf que la bourse est vide. Et à partir du moment où la bourse est vide, vous ne savez pas si c'est vraiment une hernie étranglée qui tracte un peu le testicule, ou si c'est le testicule qui est là-haut qui est en train de se tordre. C'est impossible de savoir cliniquement, on se fait avoir. L'hernie inguinale étranglée à bourse vide. Le pronostic, c'est le délai de prise en charge, donc pas d'écho, adressage direct. Nous, éventuellement, on fera une écho parce qu'on a besoin parfois d'authentifier la souffrance. Et encore, même dans des mains très spécialisées, elle n'a pas une très bonne spécificité. Mais c'est surtout la prise en charge chirurgicale rapide qui peut espérer sauver le testicule. Mais en général, c'est un pronostic qui est moins bon qu'une torsion de testicule en place parce que le diagnostic, il est retardé. Pour terminer, quels sont les messages à retenir et à ramener? Premièrement, c'est que seule la clinique, elle compte. L'échographie n'a pas sa place. Il n'y a pas besoin de faire des bilans d'imagerie de biologie avant une consultation spécialisée. C'est un bon examen clinique, au bon moment, à 3 mois, qui permet le diagnostic. On adresse quoi et quand? La cryptorchidie bilatérale ou avec autre chose, à la naissance. C'est une minorité de patients. La cryptorchidie qui persiste, à 3-6 mois. Et la cryptorchidie secondaire, au moment où ça arrive. Pourquoi? Pour une prise en charge chirurgicale entre 6 mois et 1 an et demi. Le motif principal, c'est la préservation de la fertilité. Globalement, on rassure les parents, le pronostic est excellent. Et on est un peu plus prudent dans les formes bilatérales abdominales en disant que parfois, il y a plusieurs temps opératoires qui sont nécessaires. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Répète la question. Question fréquente des parents au sujet sur la taille du pénis. C'est une bonne. Alors, question sur la taille du pénis. Alors, on va faire, si vous voulez, un EPU sur la taille du pénis et les organes génitaux. Mais non, c'est pas ce que tu vas faire la prochaine fois. Je vais te faire une résine. Trop mictionnel. On va vous faire un EPU spécifiquement, si vous voulez, sur les hypospades, sur la taille du pénis. C'est une crainte qui est très fréquente. Si je devais répondre maintenant, même si c'est pas vraiment le sujet de la présentation de ce soir, c'est il faut pas se faire avoir par des tailles de verge qui sont normales mais qui sont sous-évaluées. La verge, elle se mesure essentiellement, attendez, je vais reprendre la vidéo, la verge, elle se mesure pas uniquement par la portion qui dépasse. C'est vraiment en appuyant sur la zone suspubienne et c'est une mesure complète depuis l'os pubien jusqu'à l'extrémité de la verge en tenant compte de la forme d'arc de la verge. Donc déjà, une bonne mesure, ça enlève pas mal de suspicions de micropénis qui n'en sont pas. En plus, il peut y avoir des anomalies de fixation de la peau qui n'est pas à la base et qui donnent des aspects de verge enfouis. Et puis parfois aussi, il y a des enfants qui sont un peu potelés ou voire en surpoids. Et quand il y a un bourrelet suspubien, ça cache la majeure partie de la verge, alors qu'il n'y a pas de micropénis, puisque c'est la palpation des corps caverneux qui corrige le diagnostic. Une fois ces 3 choses éliminées, pseudo-enfouissement de la graisse suspubienne, défaut de fixation des fascias ou mauvaise mesure, il en reste quelques-uns qui vont avoir une mesure de verge qui va être limite. Et quand on est devant un micropénis avéré, là, c'est une consultation spécialisée, une consultation endocrino, et un bilan biologique que je vous ai présenté. Il y a d'abord les 3 diagnostics différentiels à éliminer. Moi, j'ai juste une remarque. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pédiatres de maternité, mais je trouve que les carnets de santé, parfois, c'est difficile de savoir si vraiment les testicules étaient en place à la naissance. On ne sait pas comment on peut essayer d'améliorer ça, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais souvent, on a un testicule, on a un sigle masculin, c'est tout ce qu'on a, et je trouve qu'on pourrait améliorer la situation, la mise en évidence des testicules à la naissance, je pense. Alors, c'est hyper important, c'est vrai, parce que comme on a dit que c'était la première anomalie génitale du nouveau-né, pour nous, c'est un point qu'on va systématiquement chercher. Et la caractérisation précise de la position du testicule à la naissance, pour nous, elle va être une très grande aide. Parce que ça va nous permettre, nous, de savoir si on est devant une cryptorchidie congénitale, une cryptorchidie secondaire. Ou alors un testicule évanescent si on trouve un petit résidu à l'examen clinique ou à l'écho. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment la référence initiale et ça nous permet d'avoir une histoire de la maladie. Donc
Idéalement, on aime bien quand c'est OGE normaux. On suppose que les testicules sont en place. Mais c'est bien quand c'est marqué. Alors, que la mesure des testicules est importante. Ouais, c'est une bonne question ça, parce que la mesure des testicules, en réalité, elle n'est pas facile. Attendez, je suis en train d'essayer de partager un truc en même temps. Je suis sur le bon partage? Oui, magnifique. Je vais passer dessus. La mesure des testicules, non, elle n'est pas très importante en première ligne. D'abord, c'est pas facile du tout. On surévalue très souvent la taille des testicules parce qu'on a tendance à ne pas mesurer le testicule, mais on mesure le testicule et toutes ses enveloppes. Et on a très classiquement à peu près 20% de décalage entre la mesure clinique et la mesure que nous, on fait au bloc opératoire une fois qu'on expose le testicule. Donc, pour répondre à votre question, non, c'est pas très grave. Je pense qu'il faut mieux se noter la symétrie sur la première consultation que la taille en absolu. Nous, après, on peut calculer les volumes, on a des ABAC, mais c'est secondaire. Très bien, on fera les organes génitaux externes. Mais on avait pris le parti de faire ça parce que c'est vraiment beaucoup plus fréquent. Les anomalies des organes génitaux externes, ça représente une partie moins importante de la population, même si c'est très intéressant, je vous en parlerai. En tout cas, le prochain, et ça on a hâte, c'est Sarah Garnier qui va nous parler du pipi au lit. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est fréquent, ça a un impact important sur la famille, ça a un impact important sur la confiance en soi de l'enfant et sur son retentissement à l'école. Et en plus, c'est un vrai challenge thérapeutique, c'est pas facile à traiter. Et Sarah, elle va vous donner plein d'infos parce que dans les pipis au lit, il y en a plein qui sont différents et elles ne relèvent pas forcément du même traitement. Et ça, par contre, l'interrogatoire, elle va vous le détailler, la prise en charge. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça a une vraie conséquence sur la prise en charge clinique de tous les jours. Et c'est prévu le 26 septembre 2024. Et les troubles mictionnels seront faits en même temps parce que le pipi au lit est souvent un des troubles mictionnels importants, mais il y en a d'autres, c'est vrai. Et ce sera passionnant. Vous avez d'autres questions ou pas? Écoutez, on vous remercie beaucoup. La vidéo, elle va être mise sur notre chaîne YouTube du service et on pourra vous diffuser le lien. Et vous n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, on est à votre disposition. Je répète ce qu'a dit Aurélie Casal, c'est la chaîne YouTube du CHU de Montpellier, la playlist EPU de chirurgie pédiatrique. Voilà, passez à tous une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.